Donc, ravie de vous accueillir à ProDurable. Marie Gabory, cofondatrice de Tuvalu. Et on est ensemble pour 45 minutes avec des super invités, à la fois en présence que je vais vous présenter et aussi à distance. Donc, Benjamin Lévesque, qu'on présentera en détail après et qui est à distance qui représente le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Benjamin, on ne fera que t'entendre, mais ce que tu vas dire va être passionnant. Bonjour Benjamin. Benjamin. Bonjour Marie, bonjour à tous. Très bien. Sans tarder, on va vous mettre dans l'ambiance. Donc la thématique d'aujourd'hui, qui est une question qu'on nous pose souvent, parce que vous êtes convaincus de vous engager, d'engager votre entreprise pour le climat. Mais malheureusement, parfois, vous n'êtes pas tout seul à décider où il faut convaincre. Alors, on a choisi de se focaliser sur cette question, mais comment je peux bien faire pour embarquer, convaincre, motiver les équipes, la direction, qu'est-ce qui fait adhérer les moins convaincus pour s'embarquer dans cette stratégie climat. Donc les tonnes de CO2, j'espère que ça vous parle. Et pour vous mettre en jambe, un petit warm-up avec un quiz. Là, tu as une petite flèche, tiens, sur le côté. Là, ouais, t'es dessus. C'est quoi une tonne de CO2 ? 1 000 €, on sait pas à peu près. Le prix du baguette de pain, on sait à peu près. Mais la tonne de CO2, alors on va faire assez vite. C'est une tonne de CO2, c'est... Combien d'allers-retours Paris-Marseille en avion ? Parce que personne prend l'avion, parce qu'on sait tous ici que ça a une intensité carbone assez élevée. Alors, n'hésitez pas, dites un chiffre. 2, qui dit mieux, plus 2, plus, moins. Alors, pas loin, on est dans la bonne dizaine. 5 allers-retours. En voiture, on peut faire combien de kilomètres ? Allez, là, il y a plus. 3 000, on est pas mal. 5 000, alors là, on a de bonnes précisions devant. Hein. Effectivement, 5 200, on est très très bien. Et comme alors nous, on arrive de Nantes, mais bien sûr toujours en TGV. On sait que le TGV, c'est très bas carbone. Mais combien, alors par rapport au train, combien d'allers-retours Nantes-Marseille en TGV ? 20 plus 200, 300, allez, encore plus. Et oui, 500 allers-retours. Hein. Donc, on a pile un ratio de 1 à 100 à retenir. Parce qu'il y en a encore qui me disent « Mais vous êtes sûr que le train, c'est vraiment moins carbone que l'avion ?» Oui, on est sûr. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Autre sujet qui n'est pas facile, c'est pas forcément par celui-là qu'on commence quand on veut convaincre les autres de s'engager dans le climat. On ne leur dit pas tout de suite qu'il faut renoncer à leur steak. Combien de kilos de bœuf ? Ça va être dur, ça va être plus dur. Hein. 300, un peu moins, je crois. Là. Beaucoup moins, ouais. Un peu moins, quand même. Vas-y. Et oui, que 28. Hein. Donc, le kilo de bœuf entre le TGV et l'avion. Alors, donc là, on a quand même les gros sujets qui ont un impact important sur le climat. L'autre sujet, c'est le numérique. Fabriquer combien on peut fabriquer d'ordinateurs avec une tonne ? 2. Un tout petit peu plus, on n'est pas très loin, je crois. Vas-y. 6. 6 ordinateurs et... oui, on a remis l'écran parce que voilà, on a tendance à avoir des grands écrans. Un grand écran, combien on peut en mettre pour une tonne ? Moins. Vas-y, Renate. Voilà, 4 écrans. Sachant que pour vivre dans un monde à 1,5 degré, il faudrait tous arriver à 2 tonnes de CO2 par an, par personne, je vous laisse faire le choix, le calcul. Il y a quelques trucs qui ne vont pas passer. Voilà, ça nous met quand même dans l'ambiance. Donc, vas-y. On a quand même des grands ingrédients qu'on va un peu développer avec nos intervenants. On s'est un peu remis autour. C'est quoi cette recette ? Les DRO, dirigeants responsables de l'Ouest,
qui sont une association, donc on est nous-mêmes basés à Nantes, mais une association basée à Nantes et qui rayonne sur tout l'ouest de la France, qui a engagé une centaine d'entreprises dans une stratégie climat. Donc clairement, la puissance du collectif et l'entraînement de chacun l'un dans l'autre, ça a une très grande force. Nicolas vous présentera ce que c'est qu'une trajectoire, l'importance d'une ambition. Benjamin présentera à la fois cette ambition et cette notion de pilotage de budget. Oui, on parle à des comités de direction et piloter un budget, ça nous parle. Donc il faut aussi qu'on prenne des codes qui sont connus et admis des directions. Et bien sûr, Jean-François finira avec la vision, parce que c'est quand même ce qui c'est le moteur. Voilà, alors sans trop tarder, parce que ce qui est intéressant, c'est d'écouter Lionel Fourier, qui est président des dirigeants responsables de l'Ouest et également directeur de la région chez Harmonie Mutuelle. Bonjour Lionel. Bonjour. Et j'ai voulu qu'ils viennent à deux parce que c'est un tandem de choc. Marion Andro, qui on a travaillé sur une stratégie climat avec l'agence B-Side, très impliquée chez les DRO. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a convaincu ces dirigeants responsables de l'Ouest de s'embarquer dans cet objectif fou des moins 50% de réduction gaz à effet de serre? Qu'est-ce qui s'est passé, Lionel? Bon, je vais peut-être dire un mot de l'histoire de DRO, parce que je pense que c'est central sur la manière dont on a pu mobiliser les membres de DRO. Simplement rappeler que DRO a été créé à Nantes en 2010, donc il y a exactement 20 ans, par quelques dirigeants d'entreprise, dont Marion faisait partie, et qui étaient, j'allais dire, des militants de la RSE. Ils avaient la conviction que la responsabilité sociétale de l'entreprise était un élément fondamental sur la durabilité des entreprises. C'est vrai que dans les membres de DRO, il y a en particulier pas mal d'entreprises avec un actionnariat familial, mais pas que. Et donc, ils voulaient vraiment travailler ensemble pour mettre la RSE au cœur de leur stratégie, tout en sachant qu'il fallait s'entraider parce que l'affaire n'allait pas être simple. Alors, on va dire que pendant 10 ans, alors on a parmi les membres, on a un certain nombre de TI. On a 137 membres sur Nantes, 80 000 collaborateurs comptabilisés en tout. DRO vient de créer aussi une structure. Il y a une association DRO qui s'est créée à Angers, à Rennes, à Brest. Puis que le haut, c'est l'ouest. Donc, comme la France est à l'ouest de l'Europe, je me dis que ça nous laisse des possibilités d'essaimer un peu partout. Donc, voilà. Parmi les membres, on va dire plutôt des PME, à partir d'une dizaine de salariés, jusqu'à des ETI, que ce soit des industriels. Vous voyez, on a par exemple le groupe Armor. On a également CETI. On a également des gens dans l'agriculture, je pense en particulier au coteau nantais. Et puis, dans les services, la communication avec B-Side, Harmonie Mutuelle intervient sur la partie assurance santé, par exemple. Voilà, donc différents secteurs d'activité. Par contre, ce qui est en commun, et pour garder cette ADN militante, on veut absolument que le dirigeant d'entreprise ou la dirigeante, quand elle vient adhérer à DRO, s'inscrive et participe à la vie de l'association. Voilà. Il n'y a pas que lui, mais lui ou elle doit faire partie, vraiment participer. Alors pendant 10 ans, on a beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance, j'allais dire, et sur les questions aussi de social. J'allais dire que c'était une grande université de toutes ces questions-là, et avec des implémentations dans les entreprises. Sur la partie environnementale, certains avançaient, mais globalement, j'allais dire qu'on n'était pas au niveau des enjeux. Et en 2018, on a vraiment voulu inscrire un plan stratégique pour les 3 ans dans lequel on mettait la question environnementale aux côtés du social et de manière forte. Et donc, on a fait notre mini convention citoyenne sur le climat, parce que je pense qu'il y avait d'abord besoin que l'ensemble de nos copains et copines comprennent le problème. Tout le monde ne l'avait pas compris. Certains, quand on en parlait, nous expliquaient que le social primait. On sait bien que les deux sont liés. Et donc, on a fait venir d'abord des experts qu'on connaît bien, des Nantais, comme par exemple Julien Dossier. Et puis ensuite, on s'est même adjoint, Catherine Chabot est venue. On a eu la joie aussi d'avoir Nicolas Hulot. Hugues Ferreboeuf, par exemple, sur la question de Shift Project, sur la question de numérique. Et là, voilà, à partir de cette connaissance et de cette prise de conscience basée sur la science et la connaissance,
on a travaillé en mode collaboratif et on a fait en sorte de mettre les dirigeants de DRO et de travailler sur les projets qu'on avait envie de mener. L'objectif, c'est vraiment, de rendre possible ce qui est difficile à une seule entreprise, de le rendre possible à plusieurs. Je ne vais pas rentrer sur le détail des chantiers, ça c'est Marion qui viendra. Et puis de passer d'une logique qui était plutôt une logique d'obligation de moyens. On essayait de faire en sorte que les choses soient bonnes, à une obligation de résultat. Et le premier indicateur qu'on s'est fixé, dont on va parler, c'est de se dire il faut qu'on se mette nous aussi dans la trajectoire de la COP21 en réduisant de 50% collectivement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, et pour Harmonie Mutuelle, peut-être dire que pour nous, l'environnement est vraiment un facteur de santé. On ne veut pas se contenter d'intervenir une fois que la maladie est là. On veut vraiment intervenir en amont. Et j'en veux pour preuve, là encore, le rapport de l'Agence européenne de l'environnement qui vient de sortir aujourd'hui et qui nous dit que 13% des morts en Europe sont expliquées par des phénomènes de pollution, en particulier la qualité de l'air. Donc j'espère qu'on ne va pas être obligé de garder nos masques trop longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Marion, si tu peux compléter un petit mot sur ce fameux déclic, parce que c'était un vrai facteur clé. Oui, ce fameux déclic, ce que Lionel disait, c'est que pendant effectivement 10 ans, on était un peu tourné sur nos expériences en entreprise et puis un peu en un think tank. Et là, on a voulu être un do tank. Et effectivement, cet objectif-là de 50% de réduction de gaz à effet de serre, c'est important. On a pris ce risque-là. Et effectivement, la venue de Nicolas Hulot, ça a vraiment déclenché notamment la volonté de fixer un objectif qui était un peu ambitieux. Et après, on s'est dit, comment on fait à partir de ça ? Parce que diviser par 2, ça fait beaucoup. On a tous des cultures différentes, des niveaux d'avancement différents. Et on a décidé de partir et de faire un T0. Un T0, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on a offert la possibilité à toutes les entreprises de DRO de faire un petit bilan carbone, donc qui a été effectivement proposé par Tuvalu, et de façon accessible. C'est-à-dire que moi, j'ai une entreprise de communication de 20 personnes. Le bilan carbone, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais c'était trop lourd pour moi, quelque part. Et l'idée, c'était d'embarquer des dirigeants et des entreprises de toute taille et d'avoir quelque chose de simplifié. Donc, on a formé des groupes, des brigades climat. Moi, je suis venue avec ma comptable. Aux côtés de moi, il y avait une vingtaine de personnes sur la première promo. À côté de moi, il y avait une entreprise de logistique avec des chauffeurs routiers, une entreprise, un théâtre, une entreprise d'expertise comptable. Bref, il y avait une grande diversité et on s'est mis tous ensemble à commencer à calculer notre mobilité, nos intrants, nos achats, nos équipements, notre énergie, de façon assez simplifiée, de manière à avoir quelque part un même état des lieux commun pour pouvoir ensuite adresser les objectifs qu'on s'était fixés et pouvoir mesurer année après année en fait le degré de progression. Donc ça, c'était l'état de départ. Donc 55 entreprises, ça s'est fait il y a quelques mois, et 55 entreprises ont déjà leur bilan carbone. Nous, on l'a fait pour 2018 et 2019, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça permet de voir où il faut travailler. Et ensuite, on a engagé un certain nombre de chantiers. Alors, avant d'aller vers les chantiers, on va illustrer rapidement ce qu'on a co-créé avec les dirigeants responsables de l'Ouest. Si tu peux mettre la suite. Donc Nicolas, qui a rejoint l'équipe Tuvalu l'année dernière, parce qu'il y a quand même beaucoup à faire dans ces sujets de climat, mais adaptés et opérationnels pour les entreprises. Donc on a abouti sur une trajectoire. Vas-y. Que je te laisse. Donc il est temps. La question, ce n'est pas une question, c'est il est temps de changer d'air. Vas-y. Oui, donc l'idée là, c'est d'illustrer un peu les propos des DRO en présentant un peu rapidement les ingrédients d'une trajectoire bas carbone. Donc tout l'enjeu ici, c'est de passer du reporting, donc à ce qu'on connaît bien sous la forme de bilan carbone, au pilotage stratégique. Donc intégrer la stratégie bas carbone directement dans la stratégie de l'entreprise. Alors comment ça marche ? La première étape, comme l'a dit Marion, c'est en effet de faire ce qu'on appelle un T0, donc une première mesure où l'entreprise ou l'organisation en est-elle dans ses émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc on collecte toutes les activités, toutes les données liées à l'activité de l'entreprise qu'on convertit en CO2 équivalent, donc en émissions de gaz à effet de serre, avec une méthode reconnue qui est la méthode du bilan carbone proposée par l'ADEME et l'association Bilan Carbone, l'ABC.
Donc cette mesure, elle se décline en plusieurs, on décline l'activité en plusieurs secteurs. Donc c'est ce qu'on voit ici avec nos différentes couleurs. Donc on a les déplacements, on va avoir l'énergie, on va avoir l'immobilisation, donc tout ce qui va être les bâtiments, le parc informatique. On va avoir les entrants, donc tous les achats, le fret également. Donc voilà, et une fois qu'on a fait cette première étape, cette première photo du T0 des émissions de gaz à effet de serre, la deuxième étape, c'est donc d'analyser. Donc on part d'un gros chiffre, donc ici 6200 tonnes de CO2 équivalent par an, et on définit des indicateurs avec l'entreprise qui correspondent au métier. Donc là, on devient un petit peu plus spécifique. Et donc l'indicateur le plus commun, ça va être la tonne de CO2 équivalent par salarié, donc qui a le grand mérite de correspondre à toutes les entreprises. Et on a pu avoir une moyenne des dirigeants, parce qu'une des questions que l'on pose souvent, c'est je suis mieux ou moins bien que les autres? Je suis mauvais, je suis bon? Et cette moyenne étant environ à 11 tonnes de CO2, autant dire que Tuvalu est bien en dessous, en toute humilité, mais on se doit d'être un peu exemplaire. Et donc ça permet de se donner ce T0 et de voir, même si on est dans les services ou dans le transport, sur une base, on a sorti le métier, mais sur une base homogène, où est-ce qu'on peut avancer et sur quoi il faut avancer. Voilà, donc l'indicateur le plus commun, c'est la tonne de CO2 équivalent par salarié, c'est le plus facile à mettre en place. Après, on peut aller plus précisément pour répondre plus aux spécificités du métier, donc par colis, par kilo de matière première, par valeur ajoutée aussi ou par chiffre d'affaires. Une fois qu'on a fait cette analyse, là, on rentre vraiment dans le pilotage et la stratégie. Et la première étape, c'est d'avoir un peu la vision, donc où est-ce qu'on va. Et donc là, l'enjeu, c'est de définir un objectif de réduction. On sait où on est en 2020, donc 6200 tonnes ici, de CO2 équivalent. Ensuite, où est-ce qu'on va? Donc, l'objectif de réduction, pour les DRO par exemple, c'est moins 50% entre 2020 et 2030. Cet objectif, on va ensuite le comparer avec les trajectoires de l'ONU, du GIEC, donc le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, pour voir si les objectifs définis par l'entreprise sont cohérents avec les trajectoires sectorielles et les trajectoires scientifiques. Donc, grosso modo, pour faire un gros trait assez grossier, moins 50% tous les 10 ans entre 2020 et 2030, c'est cohérent avec les trajectoires... 2020 et 2050. Entre 2020 et 2050, oui. C'est cohérent avec les trajectoires du GIEC. Après, c'est décliné selon les secteurs. Une fois qu'on a défini cet objectif de réduction, la dernière étape, c'est de définir un plan d'action en fonction des émissions significatives de l'entreprise, donc selon les différents secteurs et les différentes activités. Et on va ensuite comparer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui sont engendrées par ce plan d'action avec l'objectif de réduction qui a été défini précédemment. Et là, ça nous fait le lien vers les chantiers, parce que la force, on connaît bien, hein, oui, il faut un plan de mobilité et il faut qu'on laisse tous les salariés, un peu notre voiture à la maison pour venir autrement. Bon, quand on a dit ça, c'est une bonne intention, mais le mettre en œuvre, on est toujours sur c'est compliqué, cette éternelle réponse. Donc, Marion et Lionel, cette étape d'après de mise en action, comment ça s'est fait, comment ça s'organise? Alors, on a constitué 11 chantiers qui correspondent à 11 groupes de travail avec un pilote de chantier. Les chantiers, c'est transition énergétique, alimentation, enfin, un certain nombre de chantiers vraiment sur tout. Oui, sur tous les. Peut-être que tu pourras en parler. On peut peut-être parler je te laisse parler du chantier mobilité, par exemple, où il y a plusieurs chantiers sur lesquels on a vraiment des actions très concrètes, parce qu'on voulait être pragmatique. Et dans ces chantiers, on a embarqué également des collaborateurs. Il n'y a pas que des dirigeants, hein, et puis des experts selon les chantiers. Il y a le chantier mobilité, effectivement, qui est parti d'une étude, par exemple, d'entreprises DRO sur 10 entreprises, 6500 salariés, le temps moyen domicile travail, de trajet, 29 minutes, puisque nous sommes dans une région nantaise, 76% en voiture. Alors, c'est une réalité. Hein. Comment on fait à partir de ça? Et donc là, on est en train de mettre en place des éléments pour renforcer le télétravail, pour
modifier les horaires dans nos entreprises pour que ce soit plus fluide, mais surtout on met en place là une opération test de travail rapproché, tu vas en parler Lionel, de manière à ouvrir les entreprises volontaires en fait, à ouvrir les locaux, parce qu'on sait par exemple à Nantes, ce qui est compliqué c'est de traverser la Loire. Donc si moi je suis au sud de la Loire et j'ouvre mes locaux à des collaborateurs DRO, ils n'ont pas cette traversée à faire, ils n'ont pas ces 3 quarts d'heure à faire ou ces 30 minutes à faire. Il y a un coût carbone, mais il y a également un confort de travail. Voilà, vraiment, c'est vraiment l'enjeu qu'on cherche à avoir, booster le covoiturage. Enfin, sur cette thématique mobilité, on met nos forces en commun et on mutualise. Il y a d'autres chantiers, par exemple renaturation. Renaturation, on a fait un guide en fait pour donner des bonnes idées, pour essayer de désartificialiser nos entreprises. Et donc, ça va du potager collectif au mur végétal, voilà, et à un certain nombre d'actions. D'autres chantiers, un chantier zéro plastique. On a fait l'étude, on a essayé de voir dans nos entreprises où est le plastique. Alors, gobelets, bouteilles en plastique, certes, mais aussi fournitures, distributeurs automatiques. Et comment on trouve des leviers pour aller peut-être éliminer ce plastique, voir qu'est-ce que c'est que ce plastique, parce que la question peut être complexe. Voilà, donc des chantiers très opérationnels. En complément, Lionel, ça fait 1 an que c'est lancé. Ouais. Qu'est-ce que ça transforme au sein de l'association, même si on s'est moins vu, on était à distance quel premier bilan et quelle perspective, comment ça a motivé tout ça, nos dirigeants à se mettre en œuvre? C'est sûr que, comme on le disait tout à l'heure, on est en train de passer d'une association dans laquelle on partageait, dans laquelle on apprenait, à une association dans laquelle on fait. Donc c'est un vrai changement. Pas toujours simple d'ailleurs à opérer, parce que de temps en temps on a un peu tendance à ce que le naturel revienne au galop, donc il ne faut jamais lâcher. En tout cas, ce que je dirais, moi, c'est qu'il y a 3 ingrédients qui aujourd'hui nous permettent d'avancer. Parce que voilà, on a globalement toutes les entreprises sont concernées par au moins un des chantiers, donc ça c'est important. On a 250 personnes qui ont collaboré, donc ça veut dire que c'est pas resté au niveau du dirigeant et de la dirigeante, mais c'est allé aussi, on a impliqué des collaborateurs, donc ça c'est important parce que c'est des choses qui vivent réellement en entreprise, on est vraiment dans le faire. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 ingrédients qui à mon avis nous ont permis d'avancer et de se dire que on va y arriver. Enfin voilà, on n'a pas pu décrire, mais allez voir sur notre site internet DRO, vous avez en particulier on a fait les universités de l'économie responsable, donc il y a une dizaine de jours, et vous avez une des vidéos qui reprend les 11 solutions qui sont sorties des chantiers. Ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc allez voir de manière très concrète, vous en saurez encore plus sur ce qu'on peut faire. Pour moi, il y a 3 ingrédients. Un, c'est qu'on avait déjà travaillé sur les questions de RSE, en particulier de gouvernance et sociale. Et si on n'avait pas travaillé ça, je pense que ça serait un peu plus compliqué d'avancer sur la question environnementale. La deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'on se connaît. Voilà, travailler ensemble. Vous savez, et dire à des collaborateurs, tiens, au lieu de télétravailler chez toi, parce que tu n'apprécies pas de travailler chez toi, télétravailler, tu peux travailler dans une entreprise membre de DRO, c'est pas si simple. Il y a certains talents qui peuvent se refaire recruter, etc. Donc ça demande de la confiance, ça demande une certaine solidarité, voire un peu de fraternité. Voilà. Et ça, je pense que le fait qu'on se connaisse, ça nous aide beaucoup à travailler ensemble. Et puis le troisième élément qui est important, c'est que je pense qu'on est sur un territoire bien identifié, dans lequel les dirigeantes et dirigeantes habitent. La plupart se projettent à continuer à vivre là. Et je pense qu'il y a cet attachement à ce territoire qui fait qu'on a envie d'agir. Voilà ce que je veux dire. Merci pour ces témoignages. On change d'univers, mais ça vient vraiment compléter ce que vous venez de raconter. Si tu veux bien. Donc, Benjamin, alors là, pas besoin de présenter les Jeux Olympiques, mais on peut quand même souligner le nom. Donc, Manager Impact Carbone au sein de la direction de l'excellence environnementale du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors là, ça c'est un superbe titre. Benjamin, je te laisse la parole parce que tu es à distance. On va faire tourner cette présentation très inspirant, la politique climat des JO. On veut marquer un peu l'histoire des Jeux Olympiques avec cette histoire environnementale. Merci Marie, j'espère que vous m'entendez correctement. Très très bien. Super, vous ne me voyez pas, moi non plus. Mais je vous imagine nombreux et attentifs. Merci beaucoup
pour cette invitation à cet atelier. Donc effectivement, moi je suis manager impact carbone. C'est un job assez incroyable. Effectivement, je dois faire deux choses principalement. Continuer d'expliquer ce sujet et puis faire la chasse au kilo de CO2, à la tonne de CO2, à la centaine de tonnes de CO2, voire aux millions de tonnes de CO2. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Et puis en vous ouvrant un petit peu notre cuisine et montrant effectivement les ingrédients qu'on a mixés pour piloter notre impact. Alors je commence par une slide qui a un caractère un peu grandiloquent et qui montre un certain contraste, qui peut questionner. Les plus grands défis dont on parle ici, c'est d'abord le climat, c'est également le sujet, au même niveau, le sujet de la biodiversité, les questions des ressources et de pollution diverses. Et en creux, cette diapo, elle montre un petit peu les deux volets de notre stratégie qui sont à la fois de l'exemplarité de l'événement qu'on doit livrer, qui est un événement d'une dimension énorme et d'une grande complexité, et puis notre envie d'accélérer la transformation écologique et d'utiliser ce microphone qui est celui des jeux et ces écrans qui sont ceux des jeux pour passer les bons messages. Vous pouvez avancer. Alors, comment est-ce qu'on fait? Vous voyez ici Dirk Fosbury, là, on aime bien le sport évidemment, chez Paris 2024, qui c'est en 68 à Mexico, fait son rouleau dorsal, qui va devenir le Fosbury Flop. Donc, il change complètement d'approche et donc appliqué à nous. Il y a un premier point qui a été de questionner le modèle des jeux. Ça a été fait dès la candidature. Et ce qu'a proposé Paris 2024 depuis 2016, c'est un modèle qui est sobre d'un point de vue économique et donc d'un point de vue environnemental. Et puis, c'est de changer la méthode. C'est ce que je vais vous présenter. En vous parlant à la fois de l'ambition, de la méthode qu'on a mis en place, et de comment elle se traduit au quotidien et sa dimension collective qui a déjà été évoquée par les DRO. Voilà en une slide la neutralité carbone des jeux. Bon, c'est un concept, la neutralité carbone, qui commence à sonner un petit peu bizarrement dans la voix de certaines entreprises. Il faut que cette neutralité carbone, elle soit mieux définie, qu'elle soit poussée de manière plus radicale. Et le premier point, pour nous, c'est qu'il faut commencer par faire un effort très, très significatif de réduction. Donc là, vous voyez comment les jeux précédents, qui sont les jeux des années 2010, Londres et Rio, étaient autour de 3,5 millions de tonnes de CO2. Et nous, on a l'objectif d'être à 1,5 million de tonnes de CO2, c'est pas rien, 1,5 million de tonnes de CO2, il y a un quiz sur la tonne de CO2, mais là, donc, ça fait un petit peu de kilos de steak. C'est 5 à 10% des émissions de la ville de Paris sur un an, donc on n'explose pas le bilan carbone de la ville de Paris, mais ça a un impact qui est significatif. Comment on passe de 3,5 à 1,5 ? C'est d'abord parce qu'on construit très très peu, donc c'est la sobriété, et puis qu'il y a un plan d'action de réduction très ambitieux. Et puis derrière, effectivement, une fois qu'on tombe à 1,5, on se permet de faire de la compensation ou de la contribution du changement climatique en financement des projets qui, évidemment, seront de très grande qualité. C'est un autre point sur lequel cette notion de neutralité carbone doit progresser. Alors, ce changement de modèle, voilà, c'est un peu un de nos Fosbury Flop. C'est que jusqu'à présent, on a un événement qui émet du CO2 de sa conception à sa livraison, on fait le bilan derrière et puis on compense éventuellement sur toute ou partie du scope. Pour nous, c'est évidemment, j'en ai pas parlé, mais on est sur le scope complet. Donc, oui, il y a même les goodies. Vous mangez. Et le nouveau modèle, c'est on se fixe un objectif, on le suit et puis on continue de pousser des actions d'évitement et de réduction et on compense au fil de l'eau. Voilà notre logique. On s'est appuyé, disons, sur la sacro-sainte doctrine ERC, éviter, réduire, compenser, qui est dans la loi sur les sujets de biodiversité, et on l'a appliqué ici au carbone en rajoutant le point de l'anticipation, qui est un peu ce que je vais vous expliquer à travers notre pilotage et nos outils, et puis le sujet de la mobilisation, qui doit être la plus large et la plus profonde possible. Derrière, qu'est-ce que ça donne l'évaluation qu'on a
qu'on a réalisé, on peut passer à la slide suivante, c'est 1,5 million de tonnes de CO2 qui sont sur le petit camembert en haut, un split en 3 tiers en fait, où il y a de la construction, parce que même si on construit peu, il y a l'impact de la construction du village olympique et paralympique en Seine-Saint-Denis, c'est des milliers de logements. Il y a un objectif qui est dans les contrats avec les maîtrises d'ouvrage en kilogrammes de CO2 par mètre carré qui est très très bas. Il y a de l'ordre de 650 kg de CO2 par mètre carré, alors qu'un bâtiment il sort en moyenne aujourd'hui à 1 tonne. Mais voilà, c'est une construction très, très significative. Donc il y a un tiers sur les constructions, il y a un gros tiers sur les déplacements, et notamment sur des spectateurs évidemment. Et puis il y a un 3e tiers sur les opérations liées au jeu. Donc ça, c'est ce qui va se passer surtout au mois 2024. Et vous avez dessous comment est-ce que ça va se passer dans le temps. C'est 1,5 million de tonnes de CO2. Donc évidemment, le gros est devant nous et c'est ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui. Comment ça marche au quotidien? Eh bien, la tonne de CO2, voilà, elle fait partie des critères de décision dans les CODIR, COMEX ou au conseil d'administration. On a déjà fait plusieurs calculs spécifiques sur des projets, des sous-projets associés à Paris 2024. Et donc, on travaille avec des directions qui sont sur les sites et infrastructures, la direction de la technologie, la direction des services au jeu, qui ont chacune leur budget carbone et avec lesquels on travaille avec tous les différents experts métiers qui constituent ces équipes pour trouver les bonnes solutions. Est-ce Il y que a tu peux, Benjamin, une direction aussi avec laquelle on... est-ce que tu peux expliciter cette notion de budget carbone? Parce que c'est peut-être pas... Enfin, chez les DRO, on n'est pas tous avec le budget carbone au board. Enfin, pas encore. Ça ne serait tardé. Bien sûr. Oui, on peut dire budget carbone ou objectif carbone cible. C'est ce 1,5 million de tonnes de CO2. Voilà, il y a un budget en euros pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et il y a un budget en carbone. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas dépasser. C'est le plafond d'émissions. Et donc, ce budget carbone, c'est du coup un sujet de discussion en continu avec la direction administrative et financière de Paris 2024, qui considère et les euros et le CO2 dans les feuilles de route qui sont données aux différentes directrices et directeurs du comité d'organisation. Et comment est-ce qu'on pilote ça? C'est le dernier point sur la slide. On a un outil numérique, merci Tuvalu, c'était qui a été... sur lequel Tuvalu nous a aidés, qui a été développé par Tuvalu en association avec EcoAct. Aujourd'hui, il y a l'ordre de 500 données qui rentrent dans cet outil. Et il y a un cas, c'est ça qui nous permet de suivre ce budget carbone, l'atteinte de ces 1,5 million de tonnes de CO2. Et en fait, on a même... on distingue 3 budgets carbone. Un premier qui est le budget carbone consommé. Donc ça, c'est ce qu'on a émis jusqu'à maintenant. Bon, alors, le comité d'organisation, il a 2 ans d'existence. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'émissions. Il y a des gens qui commencent à se déplacer, qui ont des téléphones portables, qui ont des PC. Donc on suit ça. C'est un sujet d'exemplarité de mobilisation interne, mais c'est évidemment très peu par rapport aux 1,5 million de tonnes de CO2. Il y a derrière le budget prévisionnel. Donc là, c'est avec l'ensemble des scénarios, des hypothèses qu'on a sur la composition des repas qui vont être distribués dans le village olympique et la part de repas végétariens qu'il y aura, combien est-ce qu'on atterrit. Et puis un peu entre les deux, il y a un budget engagé, et c'est vraiment la même logique que pour nos collègues de la direction administrative et financière, c'est qui est-ce qui est déjà acté par un certain nombre de décisions. Par exemple, le village olympique, les contrats sont passés, donc ces émissions liées à la construction, on pourra pas plus y toucher derrière. Le carbone est engagé. Merci, ça demande à expliciter. Et puis, on a un peu construit ensemble réfléchi et en se rapprochant de la vision financière. Et donc, l'ambition, pour finir, ça c'est vrai que c'est inspirant. Ouais, mais c'est plus vite, plus haut. Alors là, on reprend la devise olympique. Alors, il faut aller plus vite, plus haut, plus fort, dans le bon sens, quoi, hein, évidemment. Pas dans le mur, effectivement. Juste pour l'anecdote, les
Elisabeth Borne, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi la clôture de la Convention citoyenne pour le climat, a repris cette devise olympique pour clôturer les débats. Ça nous a fait plaisir. Enfin, on avait discuté avec elle. Peut-être dernier mot de conclusion pour filer un peu la méthode, pour filer un peu la métaphore culinaire sur la recette, les ingrédients. Je pense que la liste que vous donnez, Marie, est bonne avec le collectif, la trajectoire, l'ambition, le budget, la vision. J'insisterai peut-être juste sur deux choses. Il ne faut pas juste avoir les ingrédients, il faut aussi avoir la bonne exécution. On va les mettre dans le bon ordre, bien les doser, bien les assaisonner éventuellement. Et donc ça, c'est du temps. Et le deuxième point, c'est que il y a l'équipe, il y a la brigade. Et là, fonction de vos structures, de vos entreprises, ça peut prendre plein de formes différentes. Là, il se trouve qu'il y a un manager impact carbone. Bon, c'est évidemment pas possible pour tous les tailles de structure d'avoir un poste unique là-dessus, mais il faut injecter un peu ce sujet partout dans différents postes dans vos organisations. Alors, tu ne crois pas si bien dire, Voilà, mais la brigade, c'est le nom qu'on a donné aux actions, aux journées collectives des héros pour réaliser son bilan carbone. Donc, on en est à notre 5e brigade, et il y en a 3 autres à venir sur la rentrée, qu'on ouvre d'ailleurs maintenant. Le collectif des héros va aussi embarquer ceux qui le souhaitent dans ces aventures collectives. Et donc, super. Vision, ambition, merci beaucoup Benjamin. Et donc, Jean-François, pour compléter le carburant de tout ça, ce qui mobilise, il y a la force humaine, le changement de modèle, et puis où on va avec l'ambition à la hauteur. En 5 minutes. C'est en 5 minutes, en passant on a après refait les le monde JO de Paris 2024. Ouais. Tout va bien. Merci, c'est super intéressant. Juste ce matin, j'étais en face d'une championne multi-médaillée, médaille d'or, en arrivant en TGV, que vous connaissez tous, qui s'appelle Marie-Amélie Le Fur, donc para-olympique, qui habite à Vendôme. Et voilà, donc c'était juste pour faire le lien, j'ai essayé de trouver une transition avec les JO 2024. C'était pas évident. Si la deuxième peut-être transition, et je m'arrêterai parce que je sais que j'ai 5 minutes, c'est qu'on travaille aussi sur Dakar 2026, que vous connaissez tous. Ce sont les prochains Jeux Olympiques de la jeunesse, voilà, qui devaient se dérouler en 2022 et qui sont reportés pour cause de Covid. C'était aussi pour faire un coup de pub sur des JO, sur des JO qui ne sont pas vraiment mis en avant. Alors, et une dernière transition, j'ai retenu le mot anticiper, parce qu'on parle quand même en 5 minutes, il faut que je vous parle de vision, de stratégie. Benjamin nous a dit tout à l'heure, il y a une mesure assez classique, c'est un outil, c'est ERC, mais il a rajouté le A devant, qui est l'anticipation. Donc là, évidemment, stratégie et vision, on parle d'anticipation. Le sujet de notre atelier, c'est comment embarquer les dirigeants dans la transition bas carbone. En général, c'est les dirigeants qui nous embarquent. Donc là, c'est quand même, c'est pas évident. Hein, donc on prend le truc dans l'autre sens, et la question, c'est comment on les embarque. Eh bien, on les embarque pour qu'ils nous embarquent après. Donc il y a une espèce de boucle de rétroaction positive, avec une finalité qui est le leadership, évidemment. Mais comment on crée du leadership sur la question du bas carbone? Alors il y a des gens, ça fait 40 ans qui Jean Jouzel et ses amis, qui essayent d'amorcer par des signaux qui étaient un peu faibles au départ, mais qui commencent à être très très clairs. Aujourd'hui, il y a une tempête qui arrive, donc comment on arrive à embarquer tous ces dirigeants? Donc effectivement, le premier sujet, c'est la question de la vision. Une vision qui donne envie, c'est-à-dire une vision d'un futur souhaité dans une raison d'être. On entend beaucoup parler de raison d'être, mais moi j'aime bien parler plutôt de raison d'exister dans un monde durable. C'est quoi une raison d'exister dans un monde durable? C'est une capacité à apporter des solutions et à régénérer aussi de l'impact dans un monde qui va être contraint en pétrole, qui va être contraint en ressources, en eau et ainsi de suite. Vous connaissez tout ça par cœur. Donc quand on veut embarquer les dirigeants, on va
On va donc fixer une vision du futur souhaité. On travaille beaucoup avec des outils comme la futurocompatibilité. Je ne sais pas si ça vous parle. Ou au-delà de l'outil, disons que l'idée c'est de faire le pendant avec la finance. Et en plus de parler de seuil de rentabilité financière, on parle de seuil de rentabilité extra-financière. Le seuil de rentabilité extra-financière, ça veut dire zéro énergie fossile, zéro plastique, zéro déchet. Donc c'est tous les seuils de rentabilité qu'on doit atteindre via notre performance extra-financière. Et donc si on parle de bas carbone, donc de zéro gaz à effet de serre. Donc il y a une fois qu'on a calé cette vision-là, il y a toute la stratégie à décliner. Alors on n'a pas évoqué le sujet de ACT, qui est un outil sur lequel on travaille pas mal aujourd'hui. Assessing Low Carbon Transition, c'est ça. Qui est un outil proposé par l'ADEME. Moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui pour travailler sur ces sujets-là depuis une quinzaine d'années avec les entreprises, c'est que jusqu'à présent, on avait soit l'impression de parler dans le vide ou d'avoir un degré d'attention qui n'était pas forcément là. Là, aujourd'hui, la tempête, elle arrive, il y a un effet Covid, il y a un effet pénurie de pétrole, et donc on peut parler court terme et on peut parler business. Et donc, à partir du moment où on s'est fixé un cap, une stratégie, donc une vision, du futur souhaité, je pense que les deux ingrédients qui vont faire qu'on va embarquer ces dirigeants, c'est de parler de court terme, de parler de pénurie de pétrole en 2025, ou presque, de parler des conséquences de la sécheresse et de la réduction des ressources en eau, de l'effet Covid, c'est parler de business aussi, de création de valeur, et ça c'est super important parce qu'il y a un lien direct qui se fait avec le business model, alors sur ACT notamment, et c'est ce qu'on voit aussi au niveau de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous suivez les travaux Environmental Footprint, sur l'empreinte environnementale, où aujourd'hui il y a un lien entre l'empreinte environnementale des produits, des activités, de ces services, des business qu'on met en place en tant qu'entreprise, et l'empreinte environnementale des organisations. Donc tout ça, encore une fois, c'est un peu comme, je crois qu'il faut que j'arrête là bientôt. Ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'est qu'il y a une boucle de rétroaction qui se met en place, parce qu'il faut aujourd'hui qu'on embarque, qu'on fasse un leadership sur les dirigeants pour qu'ils aient eux-mêmes un leadership plus fort sur ces sujets climat. Et de la même manière, il y a aussi une boucle de rétroaction positive entre le business model et la stratégie de l'entreprise. Et ça, si vous voulez des détails, parce qu'en 5 minutes je vais m'arrêter, il faut aller creuser sur ACT ou nous poser des questions à la fin de cet atelier. Merci. C'est vrai que les questions, vous avez vu, on a préféré laisser le court temps de parole et partager de nos invités. J'espère que ça vous a éclairé. Je vous propose un mini exercice pour conclure, parce qu'il nous reste ces 3 minutes. Donc, bien sûr, on va se retrouver et dans le couloir, mais surtout dans le stand, notamment parce qu'on a pas loin d'une petite dizaine de dirigeants responsables de l'Ouest sur ProDurable, et qu'on leur a donné rendez-vous au stand Tuvalu, à la fois pour se retrouver nous, mais pour que vous les rencontriez, leur poser des questions, et puis continuer le débat, parce qu'il n'est pas clos. En tout cas, on vous a donné des exemples qui, pour moi, sont très, très inspirants. Enfin, je compléterai dans ta boucle de rétroaction. Oui, on vous a embarqué, mais alors maintenant, on se fait embarquer. Et ça a été pareil avec les JO, cette espèce d'émulation. Et très vite, on se retrouve là à un moment où il faut tout inventer d'un coup. Il faut réinventer. Même si ça fait 15 ans qu'on y réfléchit, ça s'accélère énormément. Ma petite proposition, c'est si vous vouliez, le truc qui vous a convaincu, ou à l'Assemblée, s'ils doivent demain convaincre, générer ce déclic, qu'est-ce que ce serait?
pas facile, hein, parce qu'il nous reste, on va bientôt conclure. Benjamin, une idée du truc qui a allumé des étincelles. Vous voyez, quand on dit un truc sur le climat et que tout d'un coup, on voit en face la personne et dit mais c'est bien sûr et on y va. Ça arrive pas souvent, mais de plus en plus souvent. Alors, des petites étincelles, Lionel, je suis sûre que tu as allumé des tonnes d'étincelles. Je ne sais pas si... Non, mais moi j'ai bien vu, hein, quand on a rencontré les experts qui sont venus nous parler et que les entreprises ont pris conscience que travailler sur le social, sur la gouvernance, l'entreprise à mission, etc., ça ne garantirait pas l'avenir de leur entreprise, c'est ça qui a fait changer les choses. Hein. Enfin, écoutons les scientifiques. Et puis en plus, il y a eu un élément, c'est le fruit du hasard, hein, mais le jour où on a fait les EUR, c'est-à-dire là où on a l'université de l'économie responsable, et où on a pu faire les ateliers collaboratifs, ce jour-là, ça a été le jour le plus chaud de l'année 2019. Vous savez que pourtant, ça a été chaud. Donc, je veux dire, ce que nous racontaient les experts et ce qu'on vivait était en parfaite concordance. Donc là, ça touche. Voilà. Benjamin, Jeff, un petit mot de la fin, parce qu'on est dans le temps. Marion, un petit mot de ton petit déclic, c'est ce jour-là, ou autre, ou de tes collaborateurs. Ouais, le déclic. Alors, en revanche, effectivement, les dirigeants embarqués, mais tout seuls, sans les équipes, ça ne marche pas. Nous, on poussait avec mon associé le sujet RSE pendant des années, avec quelquefois une personne qui était chargée, qui avait la casquette RSE, mais au bout de quelques années, ça s'essouffle. Et là, nous, on a tout remis à plat et on a embarqué l'ensemble des équipes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne à l'agence qui n'est pas dans un chantier interne, etc. Et là, ça fonctionne. Et ils sont demandeurs. Et aujourd'hui, on voit bien que les entreprises, en plus, certains dirigeants sont aussi convaincus d'embarquer parce que leurs collaborateurs, c'est aussi de la marque employeur, c'est devenu de la marque employeur hein, aussi, clairement, d'avoir un engagement. Donc il faut embarquer tout le monde. C'est important. Super. Bon, Benjamin, je suis désolée, tu es à distance. Ouais. Merci à tous. Ouais. C'est l'heure. Merci beaucoup. Du coup, vas-y, une phrase, the last phrase. Non, mais... Ouais, juste 2 points. Je pense qu'il y a des étincelles rationnelles et puis des étincelles un peu émotionnelles. Et donc, il faut choisir les bonnes selon les gens qu'on a un peu en face. Et il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, il me semble, qui est celui des coûts. Dans quel sens ça va les tonnes de CO2 et les euros, c'est vraiment du cas par cas. Des fois, ça va dans le bon sens, des fois non. Donc, ça fait partie des étincelles rationnelles. Et si on veut convaincre les dirigeants, il faut aussi leur parler d'euros. Et ça marche avec notre approche budget carbone. Budget en euros. Et juste le deuxième point, c'est que il faut aussi, il y a des différentes échelles. Il y a des étincelles qui peuvent se créer au niveau perso, nous au niveau personnel. Donc sur l'impact carbone de chacun, je pense qu'en 2024, il y aura du monde quand même qui sera très conscient de son impact carbone personnel. Moi, ça fait quelques années que je la suis et que j'essaie de la réduire et de la compenser. Donc ça, dès qu'on raconte ça en interne, ça marche. Les gens s'intéressent, ils ont envie avec quel outil, comment tu calcules, etc. Puis après, il y a des essais plus larges qui sont liés au métier. Et là où il faut expliquer ce que c'est le carbone dans le métier de chacun. Voilà. Je suis désolée. Non, je voulais juste dire, en plus d'une étincelle, il faut aussi donner des décharges électriques aussi. Tu vois, y a le côté, ça marche. Et des émotions, parce que ça fallait aborder ce sujet-là. Merci à vous tous.